Salam alaikum à tous et à tous. Yanis, est-ce que tu nous entends? Et comme ça, nous pouvons commencer. Inch'Allah wa ta'ala. Barakallahu fik, à toi de nous faire le plaisir d'être le 18e invité. On t'écoutera, Yanis. Tu as le micro, hein, frère Yanis. Tu peux prendre la parole. Salam alaikum. Merci beaucoup pour l'invitation, Mehdi. C'est toujours un plaisir de me connecter à toi. Salam alaikum à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous, parmi vous ce soir. Est-ce que je peux mettre la caméra ou pas? Oui, tu peux. Tu veux que je présente d'abord une association et tu commences après et on fait toujours une Bismillah, avec plaisir. invocation? Je t'écoute, Magnifique, Mehdi. On t'écoute. magnifique. Barakallahu fik. Déjà, on va commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Inni bida finnar. A'udhu billahi minash rajim. Allahu akbar. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Inni kuna min bidatin fitna. Sunna inni kuna karim. Ya Allah, je t'invoque pour que cette assise soit bénéfique. Ya Allah, je t'invoque pour que tu raffermis au cœur. Ya Allah, je t'invoque pour que tu aides nos frères opprimés en Palestine. Ya Allah, je t'invoque pour que tu aides nos frères opprimés en Palestine. Ya Allah, je t'invoque pour que tu nous raffermis nos cœurs, pour que le Coran soit notre guide. Ya Allah, pour que tu nous aides dans cette assise bénéfique. Ya Allah, pour que tu aides nos frères opprimés partout dans le monde, que tu nous éloignes dans la misère, que tu nous protèges et que nous suivons le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, nous prions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a que le Coran soit notre guide, que nous éloignons de tout ce qui est mauvais. Nous sommes humains, nous sommes pécheurs. Il y en a raffaire nos cœurs, pardonne-nous. Accorde le plus haut degré du paradis à nos parents, à nos proches, à toutes les personnes proches qui sont présents. Il y en a, aide-nous pour que nous soyons dans un bon comportement, dans une assise. Où l'assise, nous cheminons dans un bon comportement qui soit positif, qui soit utile à la communauté, que nous citons à chaque fois le pronom dans chaque assise et que nous cheminons le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, c'est toi seul que nous implorons, que nous guidons, que c'est toi seul unique, le pardonneur, le clément, le miséricordieux. Amin, amin, a'udhu billahi tanajim. Amin. J'ai présenté une association et déjà, toujours, comme Dabianis, tu es très présent pour nous aider. Qu'Allah te récompense et te remercie de tout cet investissement auprès d'une association et de la communauté musulmane. Ça, c'est la première chose. Une association à 3 pôles pour ceux qui ne savent pas. Il y a le pôle partage religieux, tout ce qui est chaîne, qui est présent sur WhatsApp. Le pôle maraude, vous êtes le bienvenu. D'ailleurs, une maraude a lieu le 27 juillet. Vous êtes le bienvenu, chers sœurs et frères. Tout assaut, Shorba, Resto du Cœur, ou même si vous venez nous voir, on peut créer une maraude à Gare de Lyon. Il y a le pôle où nous invitons des intervenants, qui est le pôle Télégramme Mariage. Et également Yanis, très actif, qui vient dans les rencontres pour nous aider. Allah est belle, qu'Allah le récompense. Et pour ceux, les événements ou les fichiers. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a permis de créer un couple heureux, de se marier en septembre et de nous annoncer cette bonne nouvelle. Je t'écoute, très cher frère Yanis, je coupe le mien et je te laisse dire ton thème qui nous est cher et qui nous fera plaisir. Alhamdulillah. Merci, Mehdi. Merci beaucoup. Je vais mettre la caméra parce que je sais que lorsque j'écoute quelqu'un, soit dans une vidéo ou en live, quand on voit la personne, c'est toujours un peu plus impactant. Donc, je me permets. Vous me voyez là? On te voit, Ok. mashallah. Donc, au moins, je peux passer le salam en live and direct. Merci beaucoup à tous de Alhamdulillah. votre présence. Salam alaikum à tous. Déjà, Mehdi, je tiens à te féliciter parce qu'à chaque fois, tes doigts sont percutantes et elles sont traduites en français. Et je sais que ça touche beaucoup plus de cœur lorsqu'elles sont traduites parce qu'il y a souvent des gens qui comprennent pas les doigts. Et donc, à chaque intervention, tu commences et tu finis par des doigts. Et donc, c'est tout à ton honneur. Elles sont très souvent très percutantes. Donc, merci beaucoup. Merci de nous réunir aujourd'hui. Moi, je suis très content parce que comme c'est moi l'invité, on a l'occasion de parler des choses qui me passionnent et j'espère qu'on en profitera tous. L'idée, c'est déjà de passer un vrai bon moment tous ensemble. Et puis, Inch'Allah, si cet échange il peut permettre des prises de conscience ou d'acquérir des notions ou un savoir qui puisse impacter nos vies en positif, ce sera une grande joie pour moi. Aujourd'hui, on va parler de sujets assez spirituels et, et on va essayer de passer de vraiment de l'abstrait au concret avec des outils
concret pour le coup. Pour illustrer un petit peu, pour démarrer, Excuse-moi de te couper, dis-moi, comme ça en vas-y. même temps, vous avez le droit, tu me dis, parce que tu m'avais dit tout à l'heure que tu es d'accord, de faire une demande de micro, ou pour les timides, comme d'habitude, vous m'envoyez un message, ici il y a une question, je la pose à notre frère Yanis. Donc n'hésitez pas, pour la demande de micro, sans trop interagir, pour pas monopoliser, mais s'il y a une question, pour ceux qui sont à l'aise, bismillah, et pour ceux qui sont timides, vous m'envoyez un message et je la poserai la question, comme d'habitude. Merci à toi. Oui, effectivement, les questions, je préfère vivement l'interaction à la conférence et je m'arrête pas de parler. Parler tout seul à un moment ou à un autre, c'est fatigant. Surtout quand on voit pas ses interlocuteurs. Euh, j'ai été grand frère, je le suis toujours, je suis l'aîné et mes petits frères et sœurs ont beaucoup d'écart. Donc je les ai vus grandir. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné un fils. Je suis papa. Et tous ces enfants, j'ai eu l'occasion de les voir grandir. J'ai eu l'occasion de les voir bébés. Et les mois sont passés. Et puis à un moment, on voit. Est-ce qu'il est plutôt nerveux? Est-ce qu'il est plutôt calme? Est-ce qu'il est plutôt docile? Ou est-ce qu'il est plutôt combatif? Est-ce que? Et au fur et à mesure des mois qui passent, se dessine un caractère, une personnalité, des singularités qui font que cet enfant, ben, on le découvre. Qu'il soit notre fils ou notre petit frère, on apprend à faire sa connaissance. Et je trouve que le dire comme ça, déjà, c'est assez percutant parce que on oublie très souvent que on ne choisit pas qui on est. Qui a choisi pour nous? Si demain on faisait le point sur qui on est, nos traits de caractère, notre personnalité, nos singularités, je pourrais dire nos plus proches de nous-mêmes. Est-ce que l'on a choisi ses qualités naturelles, ses défauts naturels? Personne n'a choisi qui il est. Et ça, c'est une notion, quand j'en ai pris conscience, ça m'a assez percuté. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas choisi. Allah a choisi pour nous. Allah nous a donné un potentiel. Un potentiel qui, dans une vie en conscience, se doit d'être exploité. Pour ma part, une partie de ma vie professionnelle, c'est d'accompagner les plus jeunes à se reconnecter à leur potentiel, c'est-à-dire à se découvrir les prédispositions divines qui sont en eux pour accomplir qu'il y a de plus beau. Je m'explique. Un enfant, un adolescent, souvent déconnecté de lui-même, c'est-à-dire l'école c'est pas son truc. Comme c'est pas son truc, il a pas des bonnes notes. Bah à la maison c'est un peu tendu puisque les cours il s'en fout. Ça se passe pas super bien à l'école, donc il va plus un peu traîner dehors, les copains, du sport, oui, quand il y en a, tant mieux, quand il y en a pas, tant pis. Au pire, drogue et compagnie. Donc c'est souvent des enfants qui malheureusement n'ont pas été assez accompagnés pour être connectés à leur potentiel. Et je suis bien placé pour vous dire que même les plus durs, même les plus rebelles ont un potentiel extraordinaire. Et une partie de mon travail, ce que j'aime le plus voir, c'est les jeunes qui se reconnectent à leur potentiel, à une forme de passion, à une forme de facilité dans un domaine, à quelque chose qu'ils aiment tellement qu'ils pourraient le faire toute la journée. Quelque chose qu'ils aiment tellement qu'ils l'apprennent vite. Quelque chose qu'ils aiment tellement, alors ils peuvent devenir les meilleurs là-dedans. Et pour moi, c'est une nécessité d'accompagner la jeunesse vers cette voie, la voie de se découvrir. Là, je vous ai parlé des jeunes, et il y a aussi effectivement une partie d'adultes, un peu plus jeunes que moi, plus vieux que moi, qui se cherchent. Et donc, une partie de mon travail, c'est de les accompagner à se trouver, c'est-à-dire leur communiquer des outils concrets
dans la découverte de soi-même et aussi les accompagner dans cette quête. J'aime bien le terme accompagnant. J'aime pas coach, thérapeute. En réalité, le terme d'accompagnant, je trouve, me va très bien. Il représente beaucoup plus mon approche. Donc voilà, ça c'est un peu voilà au-delà de ma vision, c'est un peu mon rôle à moi. Ben, c'est un peu mon potentiel à moi. C'est une écoute active, voilà, on va dire un savoir utile dans la communication et dans la j'ai des facilités en fait pour comprendre et cerner les êtres humains qui viennent me voir et m'ouvrir leurs portes. Et moi, c'est ce que j'aime, communiquer, apprendre à connaître, écouter, cerner, prendre soin. Donc voilà ma voix et voilà ce qui me touche le plus. Accompagner les gens à se reconnecter à leur potentiel, pas soigner les douleurs parce que je pense que on soigne pas vraiment. Je pense que une blessure, ça se sublime. Donc en étant conscient que par l'épreuve et la souffrance, Allah nous éduque, Allah nous élève, Allah nous fait grandir. Pousser les gens à le voir de cet œil-là. Que le croyant, il peut tomber, mais lorsqu'il relève la tête et qu'il est patient, à un moment ou à un autre, il se rend compte que, waouh, tout ce qu'il a appris durant cette période, tout ce qu'il a accompli, en fait, se relever de cette épreuve, ça lui a fait apprendre, encore une fois, ça lui a fait apprendre sur lui-même. Il a pris conscience de ses ressources, peut-être. Il a pris conscience de comment il réagissait dans la douleur, dans la souffrance. Donc, encore une fois, on y revient à... Donc, voilà, j'espère que vous avez cerné un petit peu mon approche, que vous avez cerné un peu ma vision. Et voilà, parce que déjà, en tant que musulman, je pense qu'on doit être très attaché à cette notion de soi-même, parce que ce soit dans l'islam et d'ailleurs dans toute forme de spiritualité autre, mais nous, l'islam, notre religion, faire face à soi-même, éduquer son âme, jihad al-nafs, il y a un beau verset quand je le lis qui m'a toujours percuté, Surat 59, verset 19, je crois, où Allah il parle de ceux qui ont oublié Allah. Et Allah dit, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. En traduction française, on essaie de traduction. Et c'est assez c'est profond et percutant comme phrase. S'oublier soi-même, oublier son âme en fait. Donc je pense que celui qui se déconnecte de son âme, de qui il est, se perd. Et je pense que celui qui se connecte à qui il est, se trouve, gagne et se rapproche de Dieu. C'est ce que je pense. Je pense même que on a... Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Se connaître soi-même, c'est aussi... Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que je crois qu'il y a un voisin qui est pas content là. Vous savez, je serais curieux, hein. D'ailleurs, si tu veux, Mehdi, on va faire l'expérience. Mais là, je regarde, on est quoi? On est une vingtaine, une trentaine. Sur le chat, je serais curieux de savoir combien de personnes peuvent me parler humblement, en toute modestie, mais d'une manière claire et éveillée de son potentiel. Je serais curieux de savoir qui dans le salon pourrait me dire clairement, voilà mon potentiel. Voilà les armes que Dieu m'a données pour agir sur Terre. Voilà mes prédispositions, voilà mes facultés, voilà mes capacités. Mais vous avez compris, là, on se parle en toute sincérité, on parle consciemment. Évidemment qu'on ne parle pas de ce qui est écrit sur une lettre de motivation de mytho, là, qu'on a tous peut-être écrit une fois dans notre vie.
Je vous parle concrètement, qui est-ce qui serait capable de me parler profondément de son potentiel? Moi, pour les rassurer, les sœurs, les frères, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je dirai juste un homme, une femme. Je citerai jamais l'identité de la personne. S'il y en a qui veulent, Même, oui, même, bah là, pour le coup, ce serait intéressant. S'il y en a un qui veut même prendre la parole et nous parler profondément de ses capacités naturelles. Si vous voulez, je commence, hein, c'était pas le but de mettre en avant mes capacités, même si vous avez compris un peu ce que j'aime faire et ce qui est facile pour moi. Et voilà. Euh, on fait quoi, Mehdi? On écoute quelqu'un ou je continue? bah, vu que tu veux, si tu veux, je peux me prêter au jeu. Si j'y arrive Bismillah. déjà. Ah, ben voilà, Si j'y arrive. exactement. Si Alors, j'y arrive. Mehdi, j'aimerais te poser la question. Vas-y. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous faire part de tes capacités naturelles? Quelle prédisposition divine Allah t'a accordé pour traverser cette épreuve sur Terre et faire profiter au maximum les gens autour de toi? Par quels moyens tu peux impacter le monde d'une manière positive avec tes qualités à toi? Je vais essayer, là, à mon petit niveau, de prendre la parole. Je vais essayer, on va dire, de ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit, hein, c'est toujours loin de l'orgueil, et quand on m'éloigne de ça. Cette capacité, c'est de rassembler et de créer cette bonne ambiance conviviale. De se dire que c'est le groupe qui a son potentiel. Et comme dit l'expression, seul on va vite, ensemble on va loin. Ah, c'est comme ça que je vois la chose. J'aimerais que tu continues encore. Ah, d'accord. Ah, tu me poses une colle. Pour moi, cette envie de rassembler, cette envie de s'entraider, de créer de la bonne ambiance et que ça permet une fraternité entre nous. Est-ce que j'ai pu motiver d'autres à prendre la parole, en espérant? Quoi qu'il en soit, Mehdi, si jamais, puis c'est un exercice délicat, surtout là, Telegram, je vous ai pris un peu au dépourvu. En tout cas, Mehdi, Barakallahu fik, merci beaucoup. Ce que tu m'as dit là, c'est vraiment des choses que moi, en ayant passé des journées avec toi et en t'ayant vu en activité, j'ai pu constater. Et je sais à quel point rassembler, propager cette bonne humeur, ce sourire et, et proposer. Tu sais, mon frère, je sais que tu travailles à côté. Et je sais que tu mènes cette association. Et je sais que tu fais des lives Telegram. Et je sais que tu fais des événements. Et je sais que tu fais des maraudes. Et je sais que tu es le point de connexion de tous ces gens. Et en réalité, c'est un potentiel énorme tout ça. En tout cas, on en a cruellement besoin de profils comme ça. Et des gens qui ont ce potentiel-là. Mehdi, toi, il y en aura qu'un. Il y en a un. On a tous un ADN. Mais des gens qui te ressemblent et qui ont ce genre de potentiel, il y en a beaucoup. Et les gens qui vont, je sais pas, peut-être faire un travail qui va absolument pas mettre leur capacité en valeur et qui vont faire ça toute leur vie sans jamais mettre leur potentiel au service d'un groupe ou d'une cause. Moi, personnellement, je trouve ça triste. Après, je suis conscient. J'habite en France, en Occident. Malgré tout ce qu'on peut trouver de mal, et moi le premier, hein, dans ce pays, bon, bah, on peut éventuellement se permettre de réfléchir à ce qu'on aimerait faire. Dans plein de pays, ils se posent pas la question, c'est la survie. Comme nous, on n'est pas dans un cadre de survie, mais de vie, alors oui, on peut se permettre de penser à comment exploiter mon potentiel pour améliorer cette vie. Et Inch'Allah, faire en sorte qu'il n'y ait pas de survie autour de nous. C'est aussi pour être actif et efficace et utile à notre communauté.
qu'on doit être concentré sur nos capacités pour que justement ceux qui sont en mode survie basculent dans un mode de vie. Si nous tous étions connectés à notre potentiel et étions actifs dans notre domaine, ah, mon frère, il y aurait une communauté, hein. Il y aurait un islam fort, il y aurait une famille musulmane et il y aurait beaucoup moins de survie autour de nous et beaucoup plus de vie. C'est comme ça que je le vois, l'idée de se connaître, de prendre conscience de son potentiel et d'agir en conséquence. C'est pas juste un moyen d'épanouissement personnel, c'est une manière d'être utile à la cause, une manière d'être utile à l'humanité. C'est en ce sens-là que je vois du sacré. J'en vois deux sacrés. Le premier, c'est que ce potentiel, ces qualités naturelles, ce don divin, c'est Allah qui nous l'a donné. Il est sacré, on ne l'a pas choisi. Ni nous, ni nos parents. Personne n'a choisi qui on est. Dieu a choisi pour nous. De deux, ce potentiel, il est pour la cause, il est pour l'amélioration de cette planète, de cette humanité. Et Dieu sait à quel point elle en a besoin. Donc voilà. Voilà, je sais pas si je me suis éparpillé ou pas. Ça va, Meji? Ça va, oui, juste une question Ok. dans le chat, là, dans le message privé. Peux-tu dire plus comment on peut trouver quel outil notre potentiel? Comment faire? Tu peux répéter, excuse-moi, j'ai pas Peux-tu tout nous entendu. dire, très cher frère, c'est un frère, comment on peut se connecter ou trouver son potentiel quand on n'arrive pas à savoir on a lequel? Ok, bah déjà, une très bonne voix. Des fois, si on a grandi avec des gens avec qui on peut avoir une conversation un petit peu profonde, ça peut être sa mère, ça peut être son frère, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un voisin qui nous a toujours connus. Mais déjà, c'est une très bonne initiative, je trouve, un très bon début, avant de se tourner sur soi-même, de demander à des gens sérieux qui nous connaissent profondément, trois, quatre avis, de si tu devais me décrire en quelques lignes, qu'est-ce que tu dirais de moi? Et souvent les gens sont un peu gênés parce qu'ils reçoivent des compliments. Et ces compliments, faut les écouter attentivement, de un. Et de deux, l'approche de la maman, des frères et sœurs, malheureusement, hein, c'est très rare qu'on parle des fois. Ça paraît bête, hein, mais juste de se parler à cœur ouvert auprès de sa propre famille, concernant sa propre personne, sa propre personnalité, etc. Que là, d'un coup, voilà. Imaginons, là, je suis au bord d'une table ronde. Il y a cinq, six personnes, et Bismillah parlait de moi. C'est un exercice de ouf. Qui a déjà fait ça? Très peu de gens. Mais si une personne est un peu perdue par rapport à son potentiel, elle peut déjà, dans un premier temps, se tourner vers les gens qu'elle estime, euh, la connaître profondément, de un. Des fois, ça peut mettre même un collègue de travail, etc. Parce que des fois, dans le cadre familial, malheureusement, il y a des familles un peu dans le tabou et le manque de communication. Et des fois, dans le milieu professionnel, bah, on a accès à d'autres visages de la personne, parce qu'on le voit dans un mode de travail, etc. Donc, pour répondre clairement à mon frère qui m'a posé la question sans que je m'égare trop, tourne-toi auprès de gens qui te côtoient et pose-leur la question. Demande-leur de te parler de toi et ou de tes qualités naturelles et ou de ton potentiel. Tourne la phrase comme tu veux en fonction à qui tu vas poser cette question. Tu peux l'écrire sur un papier, comme ça la personne elle peut prendre 5 minutes pour y répondre tranquillement le soir. C'est pas forcément face to face. Vas-y, dis-moi ce que tu penses de moi, ça peut être un peu frustrant. Mais tourne-toi vers les gens qui te connaissent. Tourne-toi vers ta famille. Certainement, ils pourront te parler
de toi. Tu sais, des fois, on croit que c'est un potentiel extraordinaire, ça paraît trop abstrait. Je vais vous raconter une histoire qui illustre un peu ce que je veux dire. Parce que des fois, les gens, ils ont l'impression que c'est un super pouvoir. Pendant longtemps, longtemps, j'ai travaillé dans une sorte de centre-ville pas loin d'une gare. Et souvent, en fait, à cette place-là, il y avait un coiffeur. Ce coiffeur, pendant peut-être 15 ans de ma vie, j'y étais. Depuis que je suis tout jeune. Et dans cette ville, c'était vraiment une rue commerçante. Des commerces, des commerces, des commerces, des commerces, des commerces. Et sur cette place, j'ai travaillé presque 3 ans. Donc déjà, j'ai grandi pas loin, plus ça fait 3 ans que j'y travaille, donc je connais tout le monde. J'étais au coiffeur. Et il y avait un homme, quarantenaire à peu près, qui avait la trisomie 21. Pour moi, c'est pas une maladie, hein, c'est une particularité. Vous allez l'entendre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça vraiment. Cet homme-là, il s'appelait Zindine. Je crois qu'il s'appelle toujours. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Allah le préserve. Zindine, peut-être une fois par semaine, il venait, il passait dans tous les commerces, un par un. Et où qu'il allait, il faisait la bise aux commerçants. Il parlait avec sa particularité. Vous savez, il était un petit peu, il est particulier. Voilà. Et où qu'il allait, il faisait rire tout le monde. Avec sa façon de parler, avec ses blagues, avec ses câlins. C'était un homme, il pouvait se permettre de faire des gros bisous sur la joue à des grands barbus de 2 mètres et tout le monde rigolait. Donc c'était un homme, par sa particularité que Dieu lui a donnée, où qu'il allait, il provoquait des sourires. Il provoquait de la joie, il provoquait du rire, que ce soit les commerçants, ou que ce soit avec les clients. Et au final, les gens aimaient vraiment la compagnie de LinkedIn. Quand il venait, c'était un événement. Cet homme-là, il avait la capacité d'apporter la joie dans un groupe. Et il était juste de passage, hein. Il venait, il restait 5 minutes, tout le monde souriait, tout le monde parlait avec lui, tout le monde rigolait et il partait. Qui sait faire ça? Ça, c'est les humoristes, one-man show, etc. Mais qui sait faire ça naturellement, sans aucun effort, hein? Le mec, il passe, ou qui passe, mais tout le monde d'accord dans la joie, la bonne humeur, le rire, le contact physique, l'affection. Si on regarde la chose de plus près, c'est un potentiel extraordinaire, hein, d'apporter l'humour, l'amour, l'affection, le rire, le sourire, où que tu passes. Donc, vous savez, des fois, pas besoin de chercher trop trop loin, hein. Vous savez, moi, on se cherche tous encore, hein, je me cherche encore, mais la vérité, c'est que quand j'ai arrêté toutes mes activités professionnelles qui ne concernaient pas mes activités actuelles, donc dans l'humain, dans le social, etc., bah, en vrai, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire. Et en réalité, ce potentiel-là, cette signature divine de qu'est-ce que j'aime faire, je me suis posé longtemps la question, qu'est-ce que j'aime faire? Mais en réalité, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est écouté longtemps. J'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui conseille, qui apaise, qui accompagne, malgré tout comme on dit, les déboires de mon adolescence. J'ai toujours été un ami à qui on se confie. Parce que quand on me parle, ben, je reste humble et silencieux. Jamais je vais me moquer, jamais je vais me braquer, jamais je vais te juger. Jamais. En fait, j'ai été une oreille attentive, absolument pas dans le jugement, avec de l'empathie, de la compassion et avec de bons conseils. Mais ça, c'était moi. J'ai pas choisi d'être comme ça. Mais ça, je le suis depuis toujours. Et quand je me suis retourné vers 25, 26, 27 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux plus faire, je veux m'écouter, je veux faire un truc qui me plaît vraiment. Ben, je suis retourné à l'école, mais avec cette conscience-là. En vrai, j'ai toujours été dans une posture d'accompagnant, de thérapeute, entre guillemets. Donc, la réalité, c'est que prendre conscience de son potentiel, c'est juste un peu ouvrir les yeux sur qui on est, hein. Encore hier, hein, je parlais avant-hier
un soir, je parlais avec un ami d'enfance, d'adolescence. Un ami que j'aime beaucoup, j'étais au lycée avec lui. Et il me disait, j'aime rien. Frère, j'aime rien. Même si je me lève tard le matin parce que même je me lève le matin, je sais même pas quoi faire, etc., etc. Et il y a des gens, il faut gratter. Il faut gratter un petit peu. Il faut gratter un petit peu, poser les bonnes questions. Et bizarrement, après 1 heure de discussion, ben, en fait, tout était évident. Tout était évident et bizarrement, bah ouais, ils ouvrent les yeux sur des choses qu'ils aiment profondément, ou des choses auxquelles ils sont particulièrement sensibles. Donc voilà, des fois, faut pas aller chercher trop loin. Faut juste, euh, faut juste sortir la tête du guidon. Vous savez, c'est un sacré exercice spirituel de fermer les yeux et d'imaginer juste que l'on sort de son corps et que qu'on puisse se regarder de l'extérieur et s'analyser, analyser un comportement, analyser une scène qui s'est passée, analyser qui on est à l'heure actuelle. Juste fermer les yeux, se dissocier dans son esprit et se dire, mais qui je suis? Comment je pourrais parler de moi-même? Vous savez, notre esprit, hein, vraiment, on prend pas conscience du pouvoir qu'il a. Vous savez, il y a des gens, juste avec une séance d'imagination, ils guérissent des traumatismes incroyables, ou ils guérissent des addictions incroyables. Donc, ne négligez pas l'exercice de l'esprit. Essayez des fois, quand on dit sortir la tête du guidon, c'est d'avoir un angle de vue différent. Imaginez-vous un moment, vous êtes là, vous fermez les yeux et d'un coup, vous devenez votre meilleur ami. Votre meilleur ami, moi je suis assis là sur le canapé, il y a votre ami qui est assis là, il parle du meilleur ami. N'inquiétez pas, vous êtes cool, vous venez pas ouvrir la porte au monde d'un boulot. Un simple exercice de votre esprit, vous avez incroyable et votre propre on attend ce plan moins leur terre avec euh, qui est à base est fait face à soi-même parce que le sens de la nature, parce que la connexion avec la nature, parce que le ciel de la nuit, il est incroyable. Et regarder le ciel, c'est d'une profondeur incroyable. Parce que méditer les versets d'Allah, ça nous met dans des fois des états de conscience incroyables. Méditer sur la création, la nature, des paysages, tout ça, ça prête à l'introspection. Le drame de cette décennie-là, c'est que ces moments de silence et ces moments de solitude ils deviennent de plus en plus rares. Vous savez de quoi je parle, hein. Je parle du téléphone qui je regarde droit dans les yeux, là. Ces silences et ces moments de solitude et de nature se font de plus en plus rares. Et donc, ces moments de solitude qui poussent à l'introspection, moins en moins. Et donc, c'est pilier, se faire face est essentiel pour nous. Nous sommes uniques en tant que spirituel. La chair du sang, exercice spirituel
C'est des- Et ceux qui euh, de- les- nous- qui- voilà. Et ça, on a vraiment donné l'outil pour- et cette pratique de nos religions, elle est censée nous installer dans les propices à la spiritualité, à la paix avec soi. Déjà, acceptons et prenons que nous sommes tous névrosés, on est tous des enfants blessés à la base. Et ça, c'est vraiment un truc, euh, prenons-en conscience. Il n'y a aucun parent qui était parfait, il n'y a aucun de nous tous qui était parfait aussi. Le monde n'est pas parfait, le mal fait partie de l'équation, comme le bien. Et ces blessures font partie de nous et nous définissent un petit peu. Car de ces blessures et de tout ce qui s'est pas bien passé, euh, nous a poussé à devenir qui nous sommes. Et déjà, prendre conscience qu'on est tous des enfants blessés, c'est super. Prendre conscience de ces blessures, c'est super. Sublimer ces blessures, c'est le top du top. Pour sublimer ces blessures, prendre conscience de qui on est. Prendre conscience de qui on est, il faut faire face à soi-même. Moi, un de mes, une partie de mon travail, c'est aussi de transmettre un outil qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est quoi? C'est un outil qui peut être au service de la spiritualité. C'est une science sur les profils de personnalité qui, moi, m'a beaucoup touché, beaucoup appris. Je sais qu'elle doit être, nous, en tant que musulmans, on doit s'en servir à bon escient. On doit l'installer dans un cadre, euh, un outil parmi tant d'autres. Et c'est un outil qui peut être au service de sa spiritualité. C'est un outil qui peut nous permettre de mieux communiquer avec les gens, avec sa femme, avec son mari, avec ses collègues. C'est un outil qui peut nous rendre humbles. Parce que lorsque tu apprends une science, et puis tu trouves un peu ta personnalité dans cette science, et puis tu as carrément 10 pages d'un livre qui vont parler de toi, tu vas te dire, oh, subhanallah. Puis là, tu vas comprendre. OK. Donc là, toutes ces qualités-là dont j'étais fier, le livre, il en parle. Donc là, ben, tu fais un pas de recul et tu te rends compte que c'est Dieu qui a fait ces cadeaux à des millions de gens. Donc, il n'y a pas de quoi se la raconter pour avoir ces qualités-là. C'est pas toi qui es parti les chercher. C'est Dieu qui te les a données. Et en parallèle, tu peux être un peu plus doux avec tes défauts. Parce que tu captes que la plupart des défauts ne sont que des qualités excessives. Celui qui est maniaque et qui rend fou tout le monde, c'est parce que c'est excessif. Mais à une dose moindre, le maniaque, il serait juste quelqu'un de propre et d'organisé. Et ça, c'est deux qualités extraordinaires. Donc, soit c'est un maniaque qui rend fou tout le monde, qui pourrit la vie de tout le monde parce qu'il est maniaque. Et s'il il baisse la dose, ben, d'un coup, il devient propre et organisé. Et là, d'un coup, il est dans le bon. Et ça, cet exemple-là, essaie de retenir ce truc-là. La plupart des défauts ne sont que des qualités excessives. Je ne parle pas de vice ou de perversité. Je vous parle simplement de défauts. Voilà. Un défaut, si on trouve la dose juste, ça devient une qualité. Donc voilà, on est dans l'énéagramme, quand on plonge dans cette science, on devient humble face à ses qualités et on devient plus doux face à ses
défauts, failles naturelles. Voilà. Cet outil, dans le cadre de, d'un outil spirituel, il peut répondre à plein de questions qui facilitent. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Etc. J'ai aimé apprendre ça. J'aime étudier ça. J'aime transmettre ça. Parce que d'un coup, il y a des gens qui se comprennent. Et garantis que des fois, se comprendre un petit peu, on se comprendra jamais à fond, je pense. Mais juste se comprendre d'un coup, se comprendre à ne serait-ce qu'à 5%, 10%, pour certaines personnes, je vous jure, ça fait du bien. Il y en a pour certains, ça leur sauve la vie. Que d'un coup, ils se sentent compris. D'un coup, ils se comprennent eux-mêmes. D'un coup, ce qui n'avait plus de sens en a un. Et ça fait du bien. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Bon, c'est le but, mais c'est le but que je parle, mais est-ce que je parle pas trop? Mehdi, tout va bien ou quoi? Donc plutôt des universitaires. Non, tout va bien, alhamdoulilah. Très Ok. intéressant ce que tu dis. Je me suis pas trop éparpillé, je suis dans le thème, c'est bon? Non, c'est très bien. Surtout l'anecdote, beaucoup de témoignages sur le frère que tu as cité. Beaucoup de témoignages touchants sur le frère que tu as cité. Ça a ému beaucoup de nos participants. Barakallahu fik, Ah, khoya. Zindine, Allah fait le baraka, mon frère. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un qui a, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, etc. C'est un peu spécial, l'exercice de parler tout seul devant son téléphone pendant 1 heure. J'espère que je réussis l'exercice, mais c'est pas fastoche, hein. Non, il y a des questions après. À moins que tu aies la plupart posent des questions sur l'énéagramme. Tu les intrigues. Quels sont les néagrammes? Quels sont les outils? Peux-tu nous en dire plus? Ça, tu connais, que ça allait venir. Oui, on fait quoi? On prend une question en particulier Bon, à ou moins que toi, tu voulais aborder l'énéagramme, je te laisse choisir. oui, aborder l'énéagramme? Ouais, bah là, en fait, là, j'ai dit 2 mots sur l'énéagramme. Si je bascule là-dessus, on n'a pas fini. Je sais que ça fait déjà 45 bonnes minutes que je parle. Donc, allez, j'ai dit 2 mots, je vais en redire deux. Je vais en redire deux sur l'énéagramme. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas qui on est. Notre source à nous, le Coran, Allah a certainement donné une âme à un ange qui a déposé cette âme dans le ventre de nos mamans. Cette âme, elle est unique et certainement, elle a son mot à dire sur la personne que nous allons être, sur la personnalité que nous allons avoir. Cet enfant, il va sortir du ventre de sa maman. Cette fracture, il était au chaud, dans le noir, connecté à sa mère, tout le temps. Et d'un coup, clac, séparation. Séparation violente. Cet enfant sort et en fonction de sa façon dont il atterrit dans ce monde, cette fracture est plus ou moins violente. Quand j'ai dit fracture, c'est entre lui et sa mère. Donc là, déjà, l'âme que Dieu a laissée, la fracture avec sa maman, puis son éducation, comment on l'a élevé, les premiers mois de sa vie, les premières années de sa vie, parents, des prédestinations divines, éducation des parents, blessures, traumatismes, tous ces événements, à la fin, créent une subtilité unique, une somme totale qui vont faire que cette personne est unique. Et lorsque l'on étudie l'énéagramme, on se rend compte que oui, on est unique et oui,
dans une vérité parallèle, on ressemble de manière complètement folle à des centaines de millions de gens. Parce qu'on se rend compte que dans notre développement, il y a des causes, des peurs, des choses profondes qui sont communes à des millions d'êtres humains. Par exemple, celui qui aura peur profondément de décevoir, cette peur va le pousser à ne pas décevoir et va le pousser à se challenger, va le pousser à être compétiteur, va le pousser à être à vouloir être le meilleur. Donc ça va être un moteur pour lui. Et décevoir qui? Décevoir quoi? Ses parents, sa famille, ses proches, ses potes, ses collègues. Et en réalité, juste ce que je viens de dire, il y a des dizaines, des centaines de millions de gens sur cette terre qui ont peur de décevoir. Et cette peur est un moteur pour eux. Un moteur profond. Et c'est souvent des gens qui se challengent, des gens qui sont faits pour mettre en avant, pour se mettre en avant, même pour mettre en avant. Et lorsque l'on étudie l'énéagramme, on est face à une réalité où il y a un moment ou un autre, en général, où on nous parle d'une personnalité qui nous ressemble particulièrement. Pour 80% des gens, ça marche comme ça. À un moment ou à un autre, il y a 9 grandes familles de personnalités. Je pourrais dire 27 parce qu'après ils sont divisés en 3 et tout, 9 fois 3, 27. Mais si on parle de 9 personnalités, c'est assez passionnant ce qu'on peut écouter parce que il y aura 9 personnes qui ressembleront à des centaines de millions par ses peurs, par ses prédispositions naturelles. Ils ressembleront à des millions et auront des caractéristiques, des points en commun extraordinaires, mais des choses profondes. Hein. Je vous parle pas de sa couleur préférée, c'est le bleu, son sport préféré, c'est le foot. Hein. Je vous parle de choses très profondes. Et en fonction de notre personnalité, on peut voir vers quoi tend notre potentiel. C'est pour ça que c'est super intéressant aussi. Par exemple, la personnalité 9, il y en a 9, c'est souvent avec des numéros. Toujours Oui, avec des salam numéros. alaikum. Excuse-moi, vu que Dis-moi, j'ai mais 2 questions avant, là, vu oui, que je vois que tu bismillah. allais démarrer sur l'énéagramme, et c'est des questions qui peuvent être très intéressantes pour tout le monde. Par contre, elles sont longues, hein. T'es prêt? Je t'écoute attentivement. Vas-y. Pourquoi c'est si difficile de se connaître soi-même? On a beau essayer de se concentrer, se regarder dans un miroir ou de trouver un moyen, mais il reste toujours des zones d'ombre. J'aimerais avoir un regard extérieur de moi, comme si au lieu de voir avec mes yeux, je me voyais de l'extérieur, comme dans un jeu vidéo style GTA, où la caméra serait placée juste derrière moi, en hauteur, pour rejouer le film de ma vie en direct. Ce serait peut-être plus facile. On dirait qu'on est prisonnier de nos propres pensées, de ce qu'on voit, perdu dans une boucle qui se répète au quotidien sans savoir qui on est intrinsèquement et par rapport aux autres. Ça, c'est la première. Ok. Tu veux que je te dise la suite ou pas? C'est la suite, c'est une deuxième question? Alors, puisqu'on apprend constamment sur soi, n'est-il pas dangereux de se marier jeune? Non, je crois que c'est une autre question, sachant que nos aspirations, mais c'est la même personne. Ok. Alors, à cette question, déjà, je voudrais rassurer cette personne, car se connaître soi-même, en réalité, hein, c'est aussi la quête d'une vie. C'est aussi la quête d'une vie. Et en plus, on évolue en chemin. Mais c'est aussi la prise de conscience de qui on est aujourd'hui qui nous pousse à évoluer vers demain. Quoi qu'il en soit, déjà, son point de vue est très intéressant. Quand il a dit de se voir comme dans un jeu vidéo, comme dans GTA, où on voit le personnage principal de l'extérieur, ben, en réalité, c'est précisément l'exemple que j'ai cité de faire l'exercice de sortir de sa tête et de se voir de l'extérieur. C'est un très bon exercice.
lorsque le frère, il a l'air d'être un peu enfermé dans une boucle, s'il avait besoin d'un conseil, là, tout de suite, comme il l'a dit lui-même, un point de vue extérieur. Alors, mon frère, c'était un frère, hein, je crois. Mon frère, déjà, si t'as pas un ami proche, quelqu'un de ta famille, tourne-toi vers un coach, tourne-toi vers un thérapeute, tourne-toi vers un musulman de préférence, parce que des fois, il y aura des notions communes qui te toucheront plus. Tourne-toi vers quelqu'un qui t'aidera, mon frère, à sortir un peu de cette boucle. Parce que si tu te sens enfermé dans une boucle, ça veut pas dire que tu peux pas y arriver tout seul. Attention, tu peux pas progresser tout seul. C'est faux. Par contre, mon frère, Dieu, il a donné des gens qui ont des facilités dans ce sens-là. Et dirige-toi vers des gens qui peuvent t'aider. Là, je suis pas indirectement en train de te proposer mes services. Je suis en train de te dire, mon frère, si tu as besoin, dans ta question, tu avais besoin d'un point de vue extérieur, fais le nécessaire. Si vraiment c'est important pour toi. Et je suis bien placé pour être conscient que c'est important pour l'être humain, de faire face à lui-même, d'avoir un point de vue extérieur, etc. Peut-être j'ai été voir 6, 7 thérapeutes, coachs différents. C'est un grand plaisir pour moi d'être assis et d'avoir un point de vue extérieur. Et à tous ceux qui ont jamais passé le cap d'aller voir quelqu'un, d'être accompagné, parce que peut-être ils se sentent en position de faiblesse, ou peut-être ils se sentent malades, ou peut-être ils ont honte, ou peut-être ça ne veut absolument pas dire que vous êtes fou, malade ou faible. Ça veut juste dire que vous cherchez à vous prendre en main, d'avoir un point de vue extérieur, d'avoir une théorie qui va venir s'ajouter à votre savoir à vous, qui va venir avec des questions bien précises, qui va venir un peu vous challenger et vous sortir de cette boucle, de vous sortir de ce point de vue-là, dans lequel vous êtes ancré vous. Donc, si le frère, sa question c'était comment faire, fais-toi accompagner, mon frère. Si tu en es au cadre de comment faire, je suis enfermé dans cette boucle, j'y arrive pas, j'aimerais que, demande de l'aide. Des fois, je te jure, hein, ceux qui savent le faire, juste avec quelques questions, ah, ils te sortent de ta tête direct, hein. Donc, voilà ma réponse claire. Mon frère, fais-toi accompagner. Voilà, Mehdi, Alors si la jamais il y a suite, une... il Ouais. essaie de répondre. Merci Anis. La boucle, c'est à la fois un constat personnel et une remarque commune pour tout le monde. Hmm. Je réponds à cette parenthèse? Je crois que c'était dans la continuité de ce que tu étais en train de dire, après avoir de poser la deuxième question, qui est de la Oui. même personne. Non, c'est réel, c'est réel. Des fois, la réalité, des fois, c'est ce qui fait sortir de nos boucles. C'est les épreuves, c'est les années, c'est la sagesse, c'est l'expérience de la vie, ou c'est les électrochocs de conscience ou de lucidité qui viennent d'Allah. Des fois, progresser soi-même prend du temps. Et vraiment, hein, l'introspection est avec les patients, hein. Ça prend du temps, mais je reste persuadé que celui qui est ouvert, vraiment, qui a l'esprit ouvert, qui est ouvert à des outils, qui est ouvert à des petites des expériences. Le frère, c'est intéressant ce qu'il a dit, hein, me voir comme dans un jeu GTA, etc. Je sais pas s'il a cette vision-là. Je sais pas s'il a essayé de faire ce travail par lui-même. Mais déjà, ça veut dire qu'il a imaginé sortir de sa tête. Donc déjà, c'est bien. Il a dit qu'il était enfermé dans sa tête. Mais il a fait un exercice où déjà il était en dehors de sa tête. C'est bien. Mon frère, certainement, tu as un minimum accompagné dans ta vie. Du moins, j'espère. Sinon, vraiment, tourne-toi vers quelqu'un d'autre. Tourne-toi vers, tourne-toi vers, fais-toi accompagner. Bon, en réalité, j'ai déjà répondu à cette question. Parfait. Ben, on va dans la suite de sa demande. Merci encore à toi. Puisqu'on apprend constamment sur soi, n'est-il pas dangereux de se marier jeune, sachant
que nos aspirations, nos critères peuvent évoluer et changer dans le temps. J'irai même plus loin, ne faut-il pas attendre une certaine maturité dans nos critères de recherche? Je suis un homme célibataire de 38 ans et ne me sens pas encore pleinement aligné sur mes choix. J'ai une partenaire type, bien que je me considère mature tant que je n'ai pas atteint cette plénitude. Je sais exactement ce que je veux. Je ne me sens pas totalement prêt au mariage, mais je sais qu'on est tous dans le même bateau, alhamdoulilah. Je me sens privilégié quand même de mes capacités d'analyse. On a vu des gens, un frère de 19 ans, une sœur de 17 ans se marier et avoir 55 ans, 3 enfants, une vie épanouie, et que globalement, ça s'est bien passé. On a vu des frères et sœurs se marier à 40 ans et 35 ans et divorcer au bout de 10 mois. La réalité, c'est que, en en particulier, notre communauté, dans ces temps-ci, est très concernée par le divorce. Ça, c'est une réalité. Donc là, on est en capacité de pouvoir dire qu'absolument toutes les combinaisons ont échoué et toutes les combinaisons ont réussi. Alors, évidemment, il y a une part de destin là-dedans, parce que le frère de 38 ans, il en est là, et c'est son destin. S'il était tombé profondément amoureux de quelqu'un avec qui ça aurait collé à 18 ans, peut-être qu'il serait marié. Il n'aurait pas eu le temps de se poser les questions puisqu'il aurait été jeune. Là, le frère, alhamdoulilah, il a dit qu'il avait des capacités pour lui, les capacités d'un privilégié, une capacité d'analyse privilégiée et à un âge de maturité. Donc là, en ayant ces capacités et en ayant ce degré de maturité, là, on est en question de se poser, on est en position de se poser la question, qu'est-ce qui peut te freiner? Des craintes sur l'avenir, c'est-à-dire, dans ta question, tu as sous-entendu que tu ne sais pas, tu ne sais pas les choix que tu vas faire, tu es conscient de l'éventualité de différentes évolutions qui sont possibles, t'es pas complètement aligné dans tes choix, mais ça, mon frère, c'est comme à toute l'humanité. On contrôle des choses, mais on contrôle pas grand-chose. On contrôle nos choix au moment T, mais notre destinée, notre évolution, nos épreuves, notre degré de conscience, nos inspirations, il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains de Dieu. Donc, à un moment ou à un autre, je pense vraiment que il faut lâcher prise. Si jamais, avant de se marier, il y avait une sorte de grille de lecture qui était parfaite pour savoir exactement si la personne que l'on rencontre est absolument faite pour nous, on se poserait pas ces questions et puis il y aurait pas de divorce. Et la vérité, c'est que peut-être faut aborder le mariage d'une manière tout autant sérieuse, mais d'une manière un petit peu plus légère. Et des fois, il y a des gens qui approchent le couple et le mariage d'une manière très, pas stressée ou angoissée, mais d'une manière, je trouve pas le mot, mais la réalité, c'est que trouver quelqu'un, ça doit se faire d'une manière assez naturelle. Quand on se rapproche de quelqu'un, ça doit être naturel et plaisant. Quand on va vers le mariage, ça doit être naturel et plaisant. Se poser des questions pour savoir si la personne est bien pour nous, c'est essentiel, important, ok. Par contre, être conscient que on peut évoluer d'une telle manière ou telle manière et que on peut faire différents choix et que on sait qu'on n'est pas complètement aligné avec soi-même. Donc, comment choisir la personne qui est bonne pour nous en sachant que nous-mêmes on n'est pas alignés? Je comprends complètement le cœur
de ces craintes, de ces incertitudes. Par contre, pour moi, elles ne sont pas légitimes. Parce que de toutes les façons, mon frère, peu importe où t'en es dans ta vie, même si toi t'es aligné avec tes choix, bah la personne en face, elle aussi elle va évoluer, elle aussi elle va faire ses choix. Donc, comment faire pour qu'à un moment ou à un autre on soit sûr que toute la vie, ah non, ça marche. De toute façon, là tu t'es lancé dans une opération où tu pourras pas voir le résultat final. Tu t'es lancé dans un exercice que tu ne pourras pas terminer. De toute façon, à un moment ou à un autre, c'est un saut dans le vide, il faut faire confiance à Dieu. Effectivement, il faut un minimum être pragmatique. Il faut un minimum ressentir les choses. Il faut un minimum être connecté à soi-même et se dire, OK, je suis très à l'aise avec cette personne a l'air de me correspondre. Pourquoi pas en parler avec quelqu'un d'extérieur? Pourquoi pas laisser un petit peu de temps? Pourquoi pas découvrir plusieurs facettes de cette personne en vivant des choses un peu différentes? Et à un moment ou à un autre, mon frère, faut accepter de remettre les choses entre les mains de Dieu. Si tu veux contrôler le saut, la chute et l'atterrissage, tu ne pourras pas. Tu peux que contrôler la prise d'élan et le saut et dire Bismillah et t'en remettre à Dieu. C'est ce que je pense. Et Merci beaucoup, Maklofik. c'est pas vrai comme ça. Il y a juste une sœur qui veut compléter ce que tu disais avant. En plus de la visualisation, il y a aussi l'écriture qui permet de se comprendre. Tout à fait. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment l'occasion de faire un point sur toi-même. Quand je veux faire le point, une feuille, un stylo, et pour se poser les questions et prendre le temps d'y répondre, c'est un formidable exercice. Ta sœur, elle a tout à fait raison. C'est plus pour ouais, savoir où on en est, se comprendre et peut-être prendre le temps de répondre à des questions qui sont assez profondes et auxquelles on n'aurait pas auxquelles on n'irait pas naturellement, quoi. Mais absolument. La réalité, c'est que l'écriture en pleine solitude, alors en prenant consciemment un temps pour soi, s'éloigner un peu, prendre un cahier, un stylo et écrire, c'est un formidable moyen d'aller chercher les réponses en soi. Les réponses où on n'est pas connecté facilement, c'est des trucs qu'il faut aller chercher. Donc, pour moi, la sœur a très bien complété et je la remercie de cette intervention parce que la réalité, c'est tout à fait vrai. Après, c'est que des demandes. On a hâte d'avoir des questions sur l'énéagramme. Peux-tu nous expliquer l'énéagramme? Donc, je te laisse nous expliquer, nous dire la suite du programme si tu le veux bien. Ok. Mehdi, il est 21h13. Moi, ça me dérange pas de parler. Juste, je ne peux pas, je peux pas vous faire un cours ou une formation sur l'énéagramme comme ça sur Telegram en 45 minutes. C'est une science, c'est une science subtile, profonde. Je pourrais vous décrire rapidement les différents types, etc. Mais ce serait pas constructif. Ce serait pas utile pour vous, je pense. Ce serait rigolo. Ça peut être marrant. Mais pour moi, ce serait pas vraiment une bonne chose. Je peux vous dire ce que les sagesses de l'énagramme, à quel point ça peut rendre humble, à quel point on peut prendre conscience de nos qualités, à quel point on peut devenir doux
face à nos propres erreurs, à quel point on peut apprendre à communiquer mieux avec les gens, à quel point on peut comprendre les collègues, sa femme, son mari, à quel point on peut d'un coup mieux cerner certaines personnes, à quel point on peut être beaucoup plus tolérant. Parce que en étudiant l'énagramme, on étudie des personnalités qui sont complètement différentes de notre fonctionnement à nous. Donc là, d'un coup, ah ouais, il y a des gens qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça, que leur mécanique, leur mécanisme inconscient fonctionne comme ça. Et d'un coup, peut-être des personnes qu'on ne supportait pas, et ben d'un coup, on les comprend. Et encore plus, non seulement on les comprend, mais on capte leur importance. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas une personnalité qui est au-dessus de l'autre. Il y a juste des êtres humains qui se dépassent par leur degré de piété. Ce qu'il y a dans les cœurs, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on voit à partir du comportement, ça, on le voit, on le sait. Et en fonction de notre personnalité, si on a un degré de piété, d'élévation haute, naturellement, ça va tendre vers quelque chose. Euh, Par exemple, les nés à type 9, le type 9, la personnalité 9, un grand pacifiste dans l'âme. C'est-à-dire que lui, sa peur première, c'est les conflits. En fait, il a une prédisposition à éviter les conflits. Alors quand on entend ça, nous, en tant que musulmans, on dit bah, tant mieux, c'est un gars qui cherche pas les problèmes, etc. Oui. Et la réalité, c'est qu'il aime tellement pas les conflits que ça va l'atteindre dans sa personnalité. Là, je vous ai dit le pourquoi. Il a une peur, il évite les conflits. Maintenant, je vais vous dire la conséquence, ce qu'on peut observer des gens. Et comme il n'aime pas les conflits, bah, il s'adapte facilement aux gens. Il comprend un petit peu tous les points de vue. Il a du mal à se positionner. Il a du mal à dire non. On lui demande, on lui pose une question, bah, il hésite beaucoup. Voilà. Donc, comme il a du mal à trancher, etc., même, il évite même le conflit envers lui-même. Donc, des fois, il veut faire des trucs, mais il met du temps. Ou il veut faire des trucs, mais en vrai, il n'arrive pas. Il veut faire des trucs, mais en vrai, il procrastine, il remet à deux mains pour ne pas que ça le mette en conflit face à lui-même. Donc là, je vous ai cité une peur première, vraiment, éviter le conflit. Et cette compulsion va engendrer beaucoup de conséquences. Et c'est ces conséquences qui peuvent vous rapprocher de millions de personnes. On aura des caractéristiques de cette personnalité, de notre ego en fait, qui seront communes avec des millions. Et ça, lorsque l'on entend ça, et d'un coup, on peut se comprendre. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui s'aime pas. Imaginons, là, je vous ai parlé du numéro 9. Le 9, il s'aime pas. Je sais pas, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui tourne en rond, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui a plein de belles ambitions de projet, mais procrastine. Et voilà. Ben, il y a personne qui est content de procrastiner. Mais d'un coup, cette personne-là, elle se met à l'énéagramme. Quand elle se met, c'est elle étudie l'énéagramme dans une perspective, dans un but de juste d'apprendre un peu à lui, d'apprendre sur lui-même. Et d'un coup, il comprend bah, la cause de cette procrastination. Il comprend un petit peu son mécanisme, pourquoi il est comme ça, etc. Il comprend un petit peu pourquoi il est comme ça, parce qu'il se retrouve pleinement dans cette personnalité, mais en plus, il prend conscience d'un potentiel. Éviter les conflits, être pacifiste, comprendre les différents points de vue, accepter les gens comme ils sont. Ça, je suis désolé, c'est des formidables qualités. Donc la réalité, c'est qu'un œuf qui se comprend et voilà, qui se réveille un peu.
qui s'impose un peu dans la vie. Parce que vraiment, le déclic du 9, c'est quand il ose, quand il apprend à oser, quand, allez, c'est bon, il est prêt à prendre sa part. Il est prêt à ouvrir sa bouche quand il faut ouvrir sa bouche. Il est prêt à taper du poing sur la table, quitte à assumer quelques conflits. Il est prêt à, à pas imposer, mais à dire ce point de vue à haute voix. Il est prêt à prendre sa part. Ben, cette personne-là, elle pourra mettre une prédisposition divine à comprendre les gens, à propager la paix, à être une forme de médiateur, à avoir euh, une psychologie orientée paix. Parce que c'est vraiment le mot-clé et la recherche du neuf, sa recherche profonde, c'est la paix. La paix. Salam. Vous imaginez pour un musulman comment c'est riche d'un coup. Donc imaginons le neuf qui ne s'aimait pas trop, qui est voilà là, mais quand même il est intéressé, il apprend l'énéagramme. En tout cas, il étudie l'énéagramme, il découvre la personnalité neuf, il s'y retrouve pleinement dans le bon et dans le moins bon, mais en même temps, il découvre un potentiel. Et donc, bah, d'un coup, ça motive, hein. Ça motive. Et ça lui fait prendre conscience que oui, il y a de la procrastination. Oui, t'oses pas naturellement. Oui, t'hésites trop. Oui, tu procrastines. Oui, ok. Mais d'un coup, bah, je comprends un peu plus pourquoi. Mais aussi, bah, cette science, elle te montre aussi vers quoi ton potentiel va tendre. Et la réalité, c'est que malgré tous ces défauts, bah, d'un coup, il voit les formidables perspectives que sa personnalité lui offre. Médiateur, pacificateur, orienté vers la paix, un cerveau qui lui vraiment qui bouillonne de compréhension pour tous les points de vue. Il y aura des autres personnalités qui ne comprendront pas ça. Parce que pour plein de personnalités, ne pas être tranché, comprendre tous les points de vue, pour plein de gens d'autres, c'est une forme d'hypocrisie. Comment ça, il n'est pas tranché? Comment ça, il comprend ça, il comprend ça? D'autres personnalités ne comprendront pas ça. Mais lui est précieux, je vous le dis. Ce potentiel-là est précieux. Maintenant, je vais vous parler du 8. Pourtant, les deux ils sont voisins. 8, 9. Le 8 est quelqu'un, pour le coup, tranché. Les 8 sont souvent des personnalités tranchées, voire excessives. Ce sont des gens qui ont un peu un potentiel de leader depuis toujours. C'est des gens chefs. C'est souvent des enfants, quand on les voit petits, et même des petites filles comme ça de 4 ans, elles mettent à l'amende tout le monde autour. Ce sont des personnalités très fortes. Eux, ils n'ont pas peur du conflit. Au contraire, ils s'en nourrissent. C'est un peu l'occasion de mettre, de se challenger, de mettre leur force en valeur. Eux, c'est pas la paix, la valeur première. Non, non, non. Eux, c'est plus la justice. Donc, propager la justice. Donc, combattre l'injustice. En fait, souvent, dans la personnalité 8, il y a une sorte de potentiel guerrier. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont, en tout cas, c'est des gens qu'on est content d'avoir avec nous. Et souvent, on n'est pas content de les avoir contre nous. Des gens qui sont souvent plus efficaces pour impacter que pour pacifier. Des leaders naturels avec une, si on parle de peur profonde et qu'on commence au début, ce serait plus une peur ou une phobie de la faiblesse. À la 8, ils n'aiment pas la faiblesse. Ce sont des gens qui ont horreur de la faiblesse, qui ont horreur de l'injustice. Donc, ils vont mettre tout leur potentiel pour remettre de l'ordre.
quitte à ouvrir leur bouche, quitte à mettre des coups de pied dans leur fourmilière, quitte à faire parler d'eux, quitte à, quitte à tout casser des fois, des potentiels leaders, des potentiels forts, des personnalités fortes. Quand tu les as avec eux, t'es ravi, parce que c'est des soutiens extraordinaires, les 8. Quand ils mettent leur force à ton service, moi, le meilleur exemple que je puisse trouver, je sais pas si vous l'avez vu, la série Omar Ben Al-Khattab, de la paix soit sur lui, et sur tous les compagnons, Amin. Dans cette série, à un moment, à Médine, on élit le premier calife de l'islam, celui qui succédera à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du débat, il y a deux mains qui se sont levées, Omar et Abu Bakr. Et Abu Bakr, il dit à Omar, tu es plus fort que moi. Et Omar, il lui répond, si j'ai une force, elle sera à ton service. Voilà, c'est le plus bel exemple que je peux trouver d'une personnalité qui ressemble à un 8. C'est le soutien et la force que peut apporter un 8. La capacité à être chef et à diriger. Voilà. Je vous ai parlé un peu du 9, un peu du 8 pour vous montrer un petit peu les différences de potentiel. Un grand pacificateur, un grand médiateur, un grand chef, un grand leader. Par la compréhension, la douceur, par la force, par la justice. La paix, la justice. Le conflit, l'injustice, la faiblesse. Vous avez vu les tendances de chaque type. Est-ce que vous avez vu à quel point ça peut se compléter tout ça? Et cette science, elle vous fait comprendre à quel point nous, les êtres humains, on est une création parfaite. Parce que la vérité, c'est que on est tous imparfaits, hein, mais c'est une création parfaite. Parce qu'en réalité, on se complète à la perfection. Vraiment, si on se penche sur les différentes personnalités et sur leurs facultés naturelles, sur leurs prédispositions divines, mais comment tout le monde apporterait leur pierre à l'édifice, ce serait absolument magnifique. Voilà, j'ai survolé un petit peu. Mais dis, qu'est-ce que t'en penses? Non, je te suis, hein. Moi, je te suis. Après, moi, tu fais le plaisir de venir, donc je te laisse décider de si tu veux continuer ou pas. Moi, ça me va très bien. Est-ce que la vérité, c'est que j'aimerais bien, parce que là je parle, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous voulez répondre. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une question, peut-être une intervention. Je me vois pas parler 2 heures comme ça, parce que c'est spécial de parler tout seul à son téléphone. Mais Non, je suis pas loin, hein. J'écoute et après, quand il y a des questions, je te les pose. Après, la plupart, on va dire, de nos auditeurs ou des personnes connectées sont très intéressés d'avoir, tu en avais décrit 8, si je ne me trompe pas, avoir la continuité, si possible, bien sûr. les 9, excusez-moi, quelqu'un a dit quelque chose? Oui, il y avait une demande. Oui? J'ai reçu un conseil récemment dans le cadre d'un avant-mariage pour mieux connaître le ou la prétendante. La personne dit d'abord qu'on n'apprend pas grand-chose durant l'amour. Ni mon Kabbalah, car on n'est jamais honnête sur les questions sensibles. Par exemple, un colérique ne dira jamais qu'il est colérique. Donc, le conseil consiste à tester son ou sa future partenaire en la mettant dans une situation qui pourrait un peu la titiller, pour voir sa réaction en vrai. Par exemple, si on n'a pas reçu des réponses immédiates, un appel, un message, on peut lui faire ce petit reproche, lui demander ce qu'il faisait et voir sa réaction sans tricher.
Moi, ce que je pense de ça, c'est que de toute façon, les masques tomberont avec le temps. Mais là, je vous parle pas de masques volontairement posés, que ce soit dans un contexte de muqabala, de rencontre à l'extérieur, une rencontre dans un cadre associatif, d'une rencontre inopinée ou une rencontre programmée. À partir du moment où on est dans pas un rapport de séduction, que ce soit un rapport de séduction ou simplement apprendre à se découvrir avec un peu de, de toute façon, on portera des masques. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert et ancré dans ma tête, c'est que très très peu de gens sont capables de faire connaissance sans porter un masque inconscient. Pour moi, limite, ça n'existe pas. Ne serait-ce que naturellement, vous savez, lorsqu'on rencontre quelqu'un, et on passe, je sais pas, moi, on passe 2 heures avec quelqu'un qu'on vient de connaître. Évidemment qu'on peut pas passer 2 heures comme si on passait avec notre meilleur ami. C'est pas possible. La seule personne avec qui on pourrait être vraiment nous-mêmes. Peut-être il y en a dans la famille. Il y en a peut-être avec leur mère, il y en a c'est avec leur sœur, il y en a c'est avec leur frère, il y en a c'est avec leurs potes. Il y en a c'est- Mais comment être soi-même complètement avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer? C'est délicat. C'est même impossible. Donc, l'histoire de faire, de programmer des choses pour avoir la réalité de la personne, etc. La vérité, c'est que il y a besoin de différents contextes, de vivre différentes situations et d'un petit peu de temps. Donc, il y en a qui sont vraiment, voilà ce que je peux dire. Moi, Alors malheureusement, moi, je voulais bien donner, si tu voulais, mon point de vue sur ça, parce que ce sujet m'intéresse, et comme ça, tu nous dis aussi le tien. Alors moi, je suis plus adepte des mises en situation dans les Moukabas, parce que oui, on a essayé de donner la meilleure version de nous-mêmes, mais vraiment, on fait des cas que demain, toi qui es marié, qui es un exemple, tu donnes un cas de couple, et tu essaies de dire, voilà, comment réagirais-tu à tel instant présent. Maintenant, voilà, comme tu as dit, les masques tombent, mais c'est pour moi les mises en situation en essayant d'être le plus sincère possible. Pour moi, c'est ça qui est mieux. Qu'en penses-tu? je trouve que c'est absolument super. Et de toute façon, il n'y a pas de solution infaillible. Mais quoi qu'il en soit, pour des gens sincères qui viennent et qui se prêtent au jeu, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est super. Quand tu dis mise en situation, c'est quoi? Par exemple, chacun, je sais pas, moi, tire un texte et il parle d'une situation, il pose la question à l'autre, quelque chose comme ça. Moi, même pas. Moi, c'est soit on m'utilise l'atout de Joker, ben, je dis, écoute, vous êtes en cuisine. D'un coup, il y a quelque chose qui brûle ou quelque chose. Comment gères-tu tes émotions? En fait, voilà, donc je improvise, ou des fois, je prépare et je leur dis, voilà, bah, comment tel sujet ou telle question. Moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est vraiment un bon concept. Parce que, bon, on va pas, pour moi, hein, c'est que mon avis. Chacun il fait ce qu'il veut, etc. Moi, mon Kabbalah, où il y a des gens, il y a de la famille, t'es dans un coin, tu te connais ni d'Adam ni d'Ève, t'es dans un coin, tu parles 30 minutes, 1 heure, c'est bien, ça permet, c'est une première approche. On voit, euh, on voit la maison, on aperçoit la famille, on peut parler avec la famille. Si on pose les bonnes questions, que les familles sont ouvertes, on peut éventuellement capter un peu le style d'éducation qu'on a reçu, etc. Il faut pas en attendre trop d'une Moukabala comme ça. Faut pas attendre de cette situation-là que les masques tombent. C'est une situation trop spéciale pour que les masques tombent. Un jeu à thème, comme a proposé Mahdi, je trouve ça très très intéressant. Alors pourquoi pas mêler les deux? Mais mon Kabbalah à thème, ça pourrait être super. Mais, en tout cas, pour moi, mettre du thème
mettre des situations, mettre un contexte. Moi, je trouve ça super. C'est pour ça, pour moi, le milieu associatif, pour moi, vraiment, là, à l'heure actuelle, en ayant fait le tour, c'est le meilleur des endroits pour moi, pour la rencontre de célibataires. Je sais pas, moi, dans un maraude, par exemple. Une maraude, tu rencontres des gens, bah, tu vois, t'es entre bénévoles. Voilà, comme ça, chacun voit comment il s'y prend, comment il travaille, son rapport avec les autres, est-ce qu'il est plutôt social, plutôt discret, plutôt, manuel, plutôt intellectuel, plutôt pas émotionnel, plutôt... et là, je vous ai dit une maraude, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est bien, parce Et qu'il y en a une le 27 juillet. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Donc les franchement, personnes qui c'est sont pas cool. connectées sont les bienvenues. C'est où, Mehdi? C'est où? À 14 heures au Blanc-Ménil, Inch'Allah. Ah, oh, je suis content en plus, ça à 10 minutes de chez moi. Pour une fois, c'est pas 100 kilomètres cette fois. Ok, bah, pour de vrai, j'essaierai de venir, m'a dit, c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et donc voilà, moi je suis adepte des rencontres à thème et des situations. Et pour ceux qui sont, moi je suis désolé, les histoires de, bon, là je dis quelque chose, faut sortir absolument du jugement, pas tomber dans c'est pas dans le jugement qui c'est intéressant, c'est dans l'autre, faut comprendre ce que je veux dire symboliquement. Vous apprendrez, vous, vous apprendrez beaucoup plus sur une personne que vous voulez rencontrer en l'emmenant, je sais pas moi, faire un footing dans les bois, faire une promenade en forêt, qu'aller boire un verre en terrasse. C'est ce que je pense. Parce que juste l'ambiance et le contexte est plus propice que boire un verre, manger l'un face à l'autre, etc. Pourtant, la plupart des gens, une fois qu'ils ont passé le premier cap, ils vont manger. Pourquoi vous allez manger? Allez à la ferme, allez faire une maraude, allez, je sais pas, aller faire les bénévoles auprès d'une asso, aller, aller faire un truc. Pourquoi vous allez manger? Voilà, bon, bref, c'est ce que je pense. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Parce que pour toi, le fait de se rassembler pour manger, on est plus pertinent dans un lieu de visite que. D'accord, merci du retour. Mm. C'est ce que je pense. Est-ce que par hasard, il y aurait une question qui traîne ou un truc? J'en vois pas, après je te laisse. Euh, Mehdi, je te dis très honnêtement, je compte pas faire les 9 personnalités. Je Comme ça, comprends. ce serait un peu trop de temps et ce serait trop de temps sans interaction pour moi. Là, devant le téléphone, c'est difficile. Tu vas pas tarder à être 22 heures, ça va faire 2 heures de... je vais finir à 2 heures, 2 heures et demie d'intervention. Franchement, ça va être lourd. J'ai peur que ce soit lourd pour les gens. J'ai peur que je perde de l'intensité et ce serait trop long. Franchement, je préférais soit un échange, soit répondre à des questions, soit éventuellement parler d'un thème ou que faire les 9 personnalités là. Voilà. Après, les gars, moi, les frères et les sœurs, moi, je suis disponible dans le cadre professionnel. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir, soit que je vous orienterai vers quelque chose, soit que je vous proposerai certains services, parce que c'est passionnant et je sais à quel point ça peut être utile aux êtres humains. C'est pour ça que je fais ça. Mais là, tout de suite, survoler le truc, j'y crois pas. Là, j'y crois pas que ce soit positif. Non, merci. Bah, il y a une question là qui m'est arrivée un instant. La cohabitation entre deux personnes littéralement différentes, dont une ne veut pas faire de travail sur elle-même. Ah, c'est délicat, ça. C'est souvent délicat. C'est souvent un problème qui revient. Et le fait d'avoir l'impression de vouloir avancer, s'élever, s'éveiller, mais on a l'impression qu'on en face, ne montre pas volonté, soit
ça des qualités que beaucoup de gens. Délicat, c'est délicat. Des fois, c'est jusqu'au divorce. Des fois, il y a un peu fracture. Parce que souvent, quelqu'un qui dit, moi, je veux passer la tête, j'ai évolué, autre point de vue, on faisait ça. D'un coup, elle a indiqué si, à ça. Moi, je suis pas là-dedans, je suis dans ça, je comprends pas. Et donc, moi, je comprends les deux parties. Alors, est-ce que ça devient impossible de Est-ce que cohabiter? tu nous entends bien? Parce qu'il y avait un petit souci de micro là. Je sais pas si tu nous entends mieux. Là, moi, Mehdi, je t'entends, ouais. Ah, très bien, c'est bien, non, parce que quand tu parlais, c'était cassé. Là, c'est bon, on t'entend bien. Ok. Des fois, c'est cassé quand il y a quelqu'un qui allume son micro. Donc, je disais quoi là? Oui, la cohabitation. Donc, voilà, est-ce que c'est impossible de cohabiter? Est-ce que ça devient impossible de cohabiter? Non. Est-ce que ça peut être frustrant, surtout pour la personne qui veut évoluer? Oui. Après, est-ce que ça devient impossible pour la personne d'évoluer? Impossible, non. Après, là où ça devient compliqué, c'est, vous savez, quand ça se mélange avec la vision de la religion. C'est, là, à l'heure actuelle, il y a ce truc de. Il y en a beaucoup qui voient l'islam voilà, comme une religion simple, du quotidien. Tu fais ta prière, tu assumes ton foyer et ça suffit. Ça, c'est le strict minimum, mais c'est pas ma vision. Pour moi, l'islam, c'est une religion de communauté. Que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé, c'est une communauté forte. C'est pas un homme, un héros qui va faire des choses. Non, c'est une communauté forte qui va agir. C'est des hommes ensemble qui vont faire des choses. Et donc, je pense qu'on s'est un peu perdu dans une vision de l'islam individuel, alors que l'islam, vraiment une religion de communauté et de fraternité et d'action en communauté, à l'image de Union Association. Exactement. Pour moi, on est dans le thème grave. Et je suis fier de ça. Et Mehdi peut être fier de ça aussi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vois plein de couples. Le cliché parfait, c'est un frère qui s'est marié, qui a une vision voilà, individuelle de sa religion. Il fait sa prière, et voilà, il fait son jeûne. De temps en temps, il lit un peu le Coran, il paye son loyer, et c'est tout. Et souvent, la sœur, bah, elle a eu différentes notions aussi de développement personnel qui sont arrivées à elle via YouTube, via Instagram. Les gens s'éveillent, les gens se révèlent aussi. Et puis les gens, ils se rendent compte ils sont un peu enfermés dans un quotidien où bah, ils s'élèvent pas. Et donc, bah, ils ont d'autres sources. Mais les autres sources, bah, le mari ou la femme, il les reconnaît pas forcément. Et donc, pour l'un, pour l'autre, c'est pas en cohérence avec sa religion. Lui, il dit, attends, il y a pas, ça, c'est pas nous, ça. Et l'autre, il dit, ouais, mais c'est toi, ta vision, elle est à l'ouest. Toi, tu te restreins, tu fais ta vie, tu crois que tu es dans le bon. Et des fois, c'est des visions qui s'affrontent. Donc, des fois, le développement de l'un vient en confrontation directe avec l'autre. Des fois, c'est un piège. Parce que c'est les cas très tristes. Les cas très tristes, c'est les cas où un musulman et une musulmane, ils se marient, et qu'en réalité, ils se rendent compte à un moment ou à un autre que l'islam, leur compréhension de l'islam, pas l'islam, leur compréhension de l'islam, propre à chacun, ça devient un sujet de division. Leur religion à eux devient un sujet de division dans la propre maison. Et malheureusement, ça arrive, malheureusement, ça arrive quand même souvent. Quand il y a des gens beaucoup plus spirituels et d'autres beaucoup plus pragmatiques, pour un peu
pour, comme on dit, pas catégoriser, mais pour caricaturer un peu quelqu'un qui a une vision très spirituelle, très profonde, l'essence, etc., il va se rapprocher plus du soufisme. Et quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus littéral dans les textes, etc., qui va se rapprocher plus du salafisme. Les deux, c'est l'islam, hein. Les deux, c'est la ilaha illallah. Les deux, c'est Muhammad Rasulullah. Et pourtant, les deux, sur certains trucs, ils vont radicalement pas se comprendre. Et pourtant, ils sont frères et sœurs en islam, hein. Et ils sont mariés devant Dieu. Donc leur religion, elle les pousserait à trouver des points d'entente, hein. Parce que la vérité, c'est qu'il y en a. Il y a, il y a le Coran, il y a la prière, il y a Allah, il y a son prophète. Donc, on devrait se battre pour trouver des points forts qui nous rassemblent. Et des fois, la vie et l'évolution fait que on trouve beaucoup plus de points de divergence. Voilà. Donc, pour un aîné à type 9, il aura des facilités à trouver des points d'entente. Par exemple, pour un aîné à type 8, ce sera plus compliqué de trouver des points d'entente. Donc, c'est pour ça. Après, c'est subtil et délicat tout ça, mais la question de départ, c'était quoi? C'était oui, l'évolution de chacun. Après, ça devient un sujet de discorde. C'est réel. Est-ce que je pourrais me prononcer sur une règle stricte qui s'applique à tout le monde? Absolument pas, pas du tout. Chaque cas est différent. C'est des médias, c'est des thérapies de couple. C'est des thérapies de couple, c'est des accompagnements personnalisés qu'on peut faire. On peut pas se, mais je comprends tellement très bien ce point de vue et j'en ai tellement vu que je comprends tout à fait. Est-ce que par hasard, Mahdi, il y aurait une autre question? Quelqu'un qui aurait quelque chose à dire? Ah, moi, j'aimerais bien, si tu m'autorises, donner un avis sur ça parce que c'est une question qui m'est très souvent Mon posée. frère, c'est toi qui m'autorise, c'est pas moi qui t'autorise, hein, c'est toi qui m'invite, hein. C'est toi le chef ici, hein. Je demande toujours à mon frère Yanis. Jamais, c'est Alors, toi le chef, mais on t'écoute. alors voilà, là, il y a vu qu'il y a deux questions très importantes. La cohabitation de deux personnes littéralement différentes. Ça, je l'entends souvent. Et moi, je dis souvent ça. Pour moi, on peut tous cohabiter ensemble dans la mesure, et ça, c'est le socle principal, on est dans l'acceptation de l'autre. J'appuie sur l'acceptation de l'autre et je m'explique. Ça veut dire on n'est pas qu'un tel, je veux que Foulen ou un tel change. En fait, je sais que c'est ses points forts, comme tu as dit, ses points faibles. C'est sa personnalité, j'accepte. Ça, c'est important parce que souvent, j'entends, oui, mais on est opposé, justement. Comme bon, l'expression dit l'opposé s'attire. Après, bien sûr, il y en a, ils disent qu'ils veulent avec leur double. Ça, c'est un état de fait. Mais pour moi, il n'y a pas de couple atypique ou de couple. Il faut juste de nouveau, et ça, j'insiste sur le terme, l'autre est différent. Très bien. C'est quoi sa force? C'est quoi ses faiblesses? Eh bien, moi, j'accepte. Et d'où, souvent, et ça je le constate, on n'est pas dans cette acceptation, on veut le changer. Non, tu sais ses points forts, ses points faibles, accepte. Alhamdoulilah. Ça, c'est la première chose. Et pour le deuxième, moi je rajouterais plus du spirituel. En tant que musulman, même c'est marqué dans le dîn, on nous pousse constamment à cette introspection. Sinon, c'est l'orgueil. L'orgueil nous pousse à se dire, peut-être j'ai fauté, mais après, là où je ne sais pas si c'est une thérapie de couple ou si la personne a pris la forme, et là c'est la chose différente. Si on a dit, on va dire, en désaccord. Prends l'exemple, ce qui arrive des fois en désaccord. Voilà, dans le dîn, on doit accepter les points, on va dire, d'accord ou pas d'accord, pour se remettre en question. Le musulman, c'est ça. Dans le dîn, on est enjoint constamment à se remettre en question pour s'améliorer. Sinon, on fait djihad neuf, c'est de l'orgueil. Donc oui, après, il faut faire attention à la forme qui est dit, si c'était ça qui est dit par la sœur, mais on doit accepter pour se remettre en question parce que le musulman, voilà, constamment, il essaie de s'améliorer, de se réformer, il n'est pas parfait. Il y a qui est parfait, c'est Allah. Donc il est constamment poussé à savoir que, oui, voilà, il y aura des désaccords, on va échanger. À ce moment-là, peut-être la forme n'était pas la bonne, peut-être souvent on va ramener médias sur ce truc, mais après on revient, entre guillemets, dans la table des négociations et on écoute l'autre et on se réforme. Parce que c'est ça, parce qu'on va que progresser en s'améliorant, en progressant sur nous-mêmes. As-tu des choses à compléter, mon frère Anis? Franchement, mon frère, je suis pour ça, l'acceptation, je suis 1000 fois d'accord avec ça. Je te remercie d'avoir appuyé sur ce terme. Parce que la réalité, c'est qu'on est, pour avoir un couple qui tient la route et pour être juste, hein, pour être juste avec son mari ou sa femme, il faut passer vraiment par une phase de conscience, d'acceptation de l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Et puis,
Ouais. Quoi qu'il en soit, tu sais, pour les couples, je sais pas pourquoi je dis ça là tout de suite, c'est peut-être pas dans le thème, mais je le dis quand même. Vous voyez toutes les histoires qu'on entend dans les couples qui ont explosé, la plupart, on va les vivre. C'est juste comment on va gérer les conflits. Comment on va gérer les conflits. Et à ce moment-là, ça vous donnera un vrai indice sur où vous en êtes spirituellement concernant la gestion de vos émotions, la gestion de votre colère, etc. Des situations difficiles, des situations de famille, belle famille, les enfants au milieu, des trucs tendus, chauds. La vérité, c'est qu'on va tous passer par là. Votre gestion des émotions, votre recul, votre sagesse, votre foi, piété, tout ça, à ce moment-là, ça sera à votre service. C'est aussi pour ça que devenir pieux, fort, comme ça, les épreuves, les, les tourments de la vie, on les traverse. On les traverse d'une bonne façon. Voilà, petite parenthèse, Mahdi, excusez-moi. Bah, t'as un frère qui veut prendre la parole. C'est bien, ça va Bismillah, changer. On t'écoute, le frère. Je te donne le micro. Bismillah, il j'écoute. t'écoute, le frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Vous m'entendez? Alaikum salam, on t'entend Ouais, très bien. ouais. Jazakallah khair. Désolé. J'espère que vous allez Allez, tous bien. Merci Pakrofik Mehdi pour le micro. Je viens juste d'arriver en fait dans le live, parce que je sors de la prière un instant. Déjà, comment il s'appelle le frère qui est en direct? Yanis, c'est Yanis, ça? Yanis. Yanis. Déjà Yanis, machallah, ton chat est beau, parce que j'aime beaucoup les chats, machallah. Il m'entend là, il m'entend. Ah ouais, machallah, il est beau, machallah. C'est un mâle, non? C'est un mâle ou une femelle chez nous? Une femelle? D'accord, machallah. mon Il est frère. beau. Ok, non, machallah, il est beau. Juste, est-ce que Mehdi ou le frère Yanis, vous pouvez me faire un petit résumé, parce que vu que je viens juste d'arriver, si vous pouvez, par calorifique. Alors, Le mon frère frère, voudrait qu'on synthétise, Mashallah, ce qui a duré presque 2 heures. Oui, non, mais juste Mashallah. en une phrase, t'inquiète. en une phrase, moi, j'allais te dire franchement, c'est complètement possible, mais en une phrase, j'ai présenté un peu pour moi l'importance d'avoir conscience qu'on a une personnalité, qu'on a une âme et qu'il faut l'explorer, qu'il faut l'explorer, apprendre à se connaître pour pouvoir mieux l'exploiter. Je, j'ai essayé de sensibiliser au fait que on a tous un potentiel que Dieu nous a donné, tous des prédispositions divines pour agir sur cette terre et être utile aux musulmans, à l'humanité. Et pour ça, il faut faire face à soi-même. Ça, il faut se connaître. Voilà. Donc, j'ai été vraiment dans ce sens-là. Ensuite, j'ai parlé aussi rapidement. J'ai dit que je pratiquais un petit peu, j'étudiais, j'enseignais une science qu'on appelle l'énéagramme. C'est une science sur les différents profils de personnalité. Tu as également bien rajouté le potentiel, le terme. Aligno, et tu as parlé du potentiel. Et tu as parlé Exact- de Zinedine. Très bonne anecdote. Exactement, de Zinedine. J'ai pris, euh, j'ai pris un temps pour vraiment sensibiliser les gens à prendre conscience du formidable potentiel à tous, je dis bien tous, que Dieu nous a donné. Des fois, on croit que c'est un super pouvoir, mais c'est juste une nature, une tendance, quelque chose qui nous pousse à être spécial ou être exceptionnel dans ce domaine-là. Et ensuite, j'ai présenté rapidement l'énéagramme. C'est une science sur les profils de personnalité pour sensibiliser les gens au fait qu'on est tous différents, mais on se complète tous. Sensibiliser les gens au fait que il faut être très humble face à nos qualités, car c'est Dieu qui nous les a données. Il faut être doux face à
des défauts, car ce ne sont que des qualités excessives et qui font partie de notre personnalité. Et il faut découvrir sa personnalité pour voir les formidables perspectives qu'elle offre. Parce qu'en fonction de qui on est, on peut devenir exceptionnel dans un milieu, un domaine, dans une nature. Voilà, ensuite, on a répondu à certaines questions concernant le couple, le célibat, la rencontre. Et voilà, tu m'as dit en une ligne, je te l'ai fait en 10 lignes. Et voilà, frérot. Ok. Merci, Barakallahu fik, Yanis. Ok, bon, en tout cas, Inch'Allah. En fait, j'ai pas pu venir avant parce que j'étais en famille. Et puis, tu viens souvent en live ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Je sais qu'il y a un D'accord. live par mois, je crois. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler ou de se revoir dans un autre contexte via une association, via Mahdi. Et, Inch'Allah. euh, et voilà, oui, c'était la première fois que je venais au live. Alhamdulillah, Après, pour ouais. info, c'est enregistré, donc l'avantage, vu que tu as mis ta vidéo, ça sera direct tout à l'heure sur YouTube. Ok, ok. Ok, bon, bah, Mashallah. En tout cas, continue comme ça, mon frère. Qu'Allah te facilite par la suite. Et on est là pour apprendre et apprendre et corriger ce qu'on doit corriger. Moi, comme toi, comme nous tous. Voilà. Bon, ensuite, on va faire notre prière et on te remercie. Vraiment que tu veux Merci, clôturer mon avec frère, quelque pour ton chose. intervention et ta motivation. Barakallahu fik, Mariam, merci. Que Dieu te récompense et puis à une prochaine fois, Inch'Allah. Merci, Amine, frère. merci à tous et à tous et bonnes vacances, qu'Allah essaie et on a une pensée pour nos frères opprimés un peu partout et qui sait le 27 juillet Amin. en Maraude. qu'Allah fait Amin. comme à tous, qu'Allah vous récompense. Ok. Amin. Merci, Mahdi, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont écouté. Merci à tous ceux qui ont dû patienter quand c'était un peu long. Et j'espère vraiment que vous avez profité et que ça a peut-être allumé une petite lumière par-ci, par-là. En tout cas, c'était une vraie chance et une bonne expérience pour moi. Merci, Mahdi. Merci à tous. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, salam.